voulais vous dire, j'ai eu mon diplôme. Ah bah super, félicitations. Mais c'est génial en plus, t'as plus cours maintenant, donc tu vas pouvoir rester avec nous tout l'été. Ah justement, je préfère vous prévenir, mais je vais rompre mon contrat d'apprentissage. Comment ça? T'as pas le droit de partir avant la fin de ton contrat d'apprentissage. Et il s'arrête en septembre. Ah bah si, comme j'ai eu mon diplôme, même si mon contrat il prévoit que je devais rester jusque septembre, j'ai le droit de partir avant. Si tu es alternant en contrat d'apprentissage et que tu as obtenu ton diplôme, tu as le droit de rompre ton contrat d'apprentissage de manière anticipée, donc avant ta date de fin de contrat. Par contre, ça ne veut pas dire que tu peux partir du jour au lendemain. Tu dois notifier cette rupture anticipée par écrit à ton employeur en respectant un délai de préavis d'au moins un mois. Comme d'habitude, c'est toujours mieux d'envoyer ce type de courrier par lettre commandée avec avis de réception. Les sources juridiques sont en description, et pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Imagine si la zoophilie c'était légal. Bah ça l'est déjà en France. Mais tu dis n'importe quoi, en France c'est impossible. Et si, dans certains cas ça l'est. Le code pénal punit les atteintes sexuelles qui sont commises sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité. C'est l'article 521-1-1 du code pénal. Donc si tu commets cette infraction, tu risques 3 ans de prison et 45 000 € d'amende pour des actes de zoophilie. Sachant qu'il n'y a pas d'histoire de oui mais l'animal était consentant. Non, ça, il n'y a pas de ça. En droit, il n'y a pas de consentement de l'animal qui permet de faire partir l'infraction. À partir du moment où tu commets une atteinte sexuelle sur un animal domestique tenu en captivité ou apprivoisé, tu commets l'infraction et tu risques une peine. Par contre, le code pénal, il ne parle que des animaux domestiques tenus en captivité ou apprivoisés. Mais du coup, il ne parle jamais des animaux sauvages et en liberté. Ce qui fait que ces animaux-là, ils sont exclus de ces dispositions du code pénal. Ils ne sont pas protégés par cet article. Et quand le code pénal ne prévoit rien, ça veut dire que c'est légal. Donc si tu commets des atteintes sexuelles, donc des actes de zoophilie, sur un animal sauvage et en liberté, tu ne risques rien, puisque comme le code pénal ne prévoit rien pour ces animaux-là, ça veut dire que c'est légal. C'est pas illégal. Non. C'est pas interdit que mon fils et ma fille soient ensemble. Donc, chah les rageux. Est-ce qu'avoir des relations avec son frère ou sa sœur, ou plus globalement une relation incestueuse, c'est illégal? Alors, jusque l'Ancien Régime, l'inceste c'était un crime qui pouvait entraîner la condamnation à mort. Mais après la Révolution, l'inceste il n'apparaît pas dans le code pénal de 1791 et il est dépénalisé. Depuis cette date, l'inceste c'est toujours pas une infraction pénale spécifique. Donc au niveau du droit pénal, on ne peut rien te dire, on ne peut pas te sanctionner si jamais tu as une relation incestueuse, donc une relation avec quelqu'un de ta famille. Par contre, ce qu'il y a dans notre code pénal, c'est que l'inceste c'est une circonstance aggravante dans certaines infractions. Par exemple en cas de viol. Le viol il passe de 15 ans de réclusion criminelle à 20 ans si jamais entre l'auteur et la victime il y a une relation familiale de type parents-enfants, frères-sœurs, oncle, tante, neveu, nièce. Mais il faut que l'auteur du viol soit majeur et la victime mineure. Donc si on sort du cadre du viol, agression sexuelle, etc., deux personnes d'une même famille peuvent avoir une relation incestueuse et le droit n'empêche pas du tout cette relation. C'est considéré comme relevant de la liberté de chacun, faites ce que vous voulez. La seule limite, elle est posée par le code civil qui prévoit que les ascendants-descendants, donc par exemple les parents et enfants, les frères-sœurs, les oncles, tantes et nièces-neveux, ne peuvent pas se marier ensemble. Dans d'autres pays, l'inceste il est pénalisé, comme en Allemagne où c'est puni de 2 ans de prison, même lorsque on parle de 2 adultes qui sont consentants. Donc en France, effectivement, il n'y a rien. On considère que c'est plus une problématique morale que juridique. Donc on a laissé le droit hors de ce truc-là. Et a priori, rien n'indique que ça va changer prochainement et que c'est une relation qui va être encadrée par le droit. Alors, elle est où cette fuite? Elle est dans la salle de bain. Mais vous fumez dans l'appartement? Non. Non mais vous foutez pas de moi, ça pue la cigarette. Non mais c'est exceptionnel, Non mais je m'en fous que ce soit exceptionnel, vous savez très bien que c'est interdit. En plus c'est écrit dans le bail. Je sais, je suis vraiment désolée. Mais ça sert à rien d'être désolée, vous savez très bien que cet appartement, je le reloue en 1 semaine si je veux. Donc vu que vous ne respectez pas le bail, vous savez quoi? Je vais le rompre et je vais aller chercher un autre locataire qui au moins saura respecter mes règles. Ton propriétaire n'a pas le droit de t'interdire de fumer dans le logement. Et même s'il met cette interdiction dans le bail, tu auras toujours le droit de fumer parce que cette clause est considérée comme abusive. Donc on fait comme si elle n'avait jamais existé. Vous savez très bien que c'est interdit. En plus, c'est écrit dans le bail. Effectivement, c'est écrit dans le bail. Mais comme c'est une clause abusive, on considère qu'elle n'a jamais été écrite. Vous pouvez donc essayer de l'utiliser pour rompre mon bail, mais devant un juge, ça tiendra jamais. Non mais pas de problème pour le bail. Mais mon appartement, quand je vous l'ai donné, il était nickel. Et vous savez très bien que la clope, ça laisse des traces. Donc vous savez quoi? Ce qui va se passer, c'est que je vais garder l'intégralité de la caution. Si le fait de fumer dans le logement entraîne des dégradations, comme un jaunissement des murs ou des trous dans une moquette, le propriétaire pourra retenir le dépôt de garantie, qu'on appelle souvent la caution, quand tu quitteras le logement. Par contre, ton propriétaire ne peut jamais retenir le montant qu'il veut sur le dépôt de garantie. Il doit toujours te fournir les justificatifs qui expliquent pourquoi il garde telle somme. Il y a plein d'autres choses que ton propriétaire n'a pas le droit de t'interdire. Si ça t'intéresse, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Il y a une décision de justice qui a été rendue il y a quelques jours qui va forcément vous choquer. Elle est pas mal passée sous le radar, donc c'est pour ça que je vous en parle. Ça concerne Mateusz Branquinho, qui est un ex-député suppléant affilié au parti La République En Marche, qui faisait l'objet d'une procédure judiciaire pour agression sexuelle sur 2 filles, âgées de 6 et 8 ans, mais aussi pour détention d'images pédopornographiques.
Il y a eu des analyses psychologiques et psychiatriques qui sont arrivées à la conclusion que la récidive était possible, puisqu'il évacuait tout interdit lié à la pédocriminalité. Donc pour grossir la chose, que avoir des relations avec des enfants, ça ne posait aucun problème. Pour la détention d'images pédopornographiques, on parle de plusieurs milliers d'images ou de vidéos à caractère pédopornographique. D'abord, je vais vous parler des peines qui sont normalement prévues par le code pénal pour ces infractions-là. Et ensuite, on parlera de combien il a pris. L'agression sexuelle, c'est puni d'une peine de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende quand c'est commis contre une personne d'une particulière vulnérabilité, par exemple, due à son âge. Ensuite, pour la détention d'images pédopornographiques, c'est puni par 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Et au final, il a été condamné à une peine de 3 ans de prison, 1 ferme et 2 avec sursis. J'ai souvent des commentaires sous mes vidéos de gens qui ont l'air complètement dégoûtés de la justice, mais je pense que c'est normal d'avoir cette incompréhension-là quand tu te dis que quelqu'un qui a été condamné pour agression sexuelle sur des fillettes qui avaient même pas 10 ans ne finisse par prendre que 1 an de prison ferme. Et ça, c'est une problématique quand même qui est à plus grande échelle, parce que si jamais les peines sont aussi basses, c'est notamment parce qu'il n'y a absolument pas de place dans les prisons, que le budget de la justice est quand même globalement insuffisant par rapport à ses besoins. Et avec des exemples comme cela, c'est peut-être compréhensible de questionner l'efficacité de la justice pénale. J'ai vu qu'il y avait un repas prévu avec des clients la semaine prochaine. Oui, absolument. On vient de réserver le restaurant d'ailleurs. Bah justement, je voulais vous dire, ça va pas être possible pour moi. Comment ça va pas être possible? C'est le ramadan en ce moment, du coup je vais pas pouvoir participer au déjeuner client pendant tout le mois. Non, mais attendez, votre religion c'est pas mon problème. Hein. Non, mais vous n'allez pas me forcer à y aller quand même. En plus, vous pourriez être compréhensif, il y a plein d'autres collègues qui y vont, donc si je suis pas là, c'est pas vraiment dramatique. Non, il y a des repas qui sont prévus, c'est dans l'agenda, hein, c'est pas une nouvelle. Y participer fait partie de votre travail, donc si vous ne venez pas, je vous licencie. Si participer à des repas d'affaires fait partie de tes tâches, de tes fonctions en tant que salarié, par exemple si tu es commercial, en principe tu ne peux pas refuser d'y participer, même pour des raisons religieuses. Et si tu le fais et que tu ne vas pas au repas, tu peux être sanctionné pour non-exécution de tes obligations contractuelles, et cette sanction peut aller jusqu'à la rupture de ton contrat de travail. Par contre, pour le déjeuner client de la semaine prochaine, pour information, en ce moment c'est le ramadan, donc je serai là, y a pas de souci, juste par contre je vais pas pouvoir manger. Mais comment ça vous n'allez pas manger? C'est un repas client, hein, c'est dans le nom, donc vous allez manger, vous avez pas le choix. Ah bah non, je suis pas obligée de manger. Il est hors de question que vous vous fassiez remarquer en ne mangeant pas comme tout le monde. Donc si, vous allez manger, sinon vous êtes viré. En cas de repas d'affaires pendant le ramadan, ton employeur peut te forcer à venir, mais il ne peut pas te forcer à manger. Donc si tu participes au déjeuner client mais que tu ne manges pas, même si ton employeur t'a ordonné de le faire, il ne pourra pas te sanctionner disciplinairement pour ça, donc pas te virer, parce qu'il n'a évidemment pas le droit de te forcer à manger. Pour plus d'informations sur les relations employeur-salarié, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Oula, c'est quoi ça encore? L'ancien propriétaire vient de nous envoyer un mail. Pourquoi? Apparemment, on n'a pas payé le dernier loyer. Mais t'avais pas fait le virement? Ah non, je l'ai pas fait. Mais comment ça, non? L'état des lieux s'était bien passé, donc plutôt qu'ils nous rendent le même montant qu'on va leur donner, je me suis dit autant qu'ils le gardent direct pour le loyer, ça change rien. Non mais t'es sûr qu'on a le droit de faire ça? Parce que là, s'ils nous réclament le loyer, c'est qu'il y a un problème, non? Franchement, ça revient au même, donc c'est sûr qu'on a le droit de payer le dernier loyer avec la caution. Écoute, dans le doute, j'appelle Inès. Oui, tu sais, on a quitté notre appart et on voulait savoir si on pouvait payer le dernier loyer avec la caution. Ah non, t'as pas le droit. Le dépôt de garantie, enfin la caution, ça sert à couvrir des potentielles dégradations, pas à payer le loyer. Oui, mais là, il y avait pas de dégradation, donc il allait nous la rendre dans tous les cas. Ça change rien, on paye pas le dernier loyer avec la caution. Parce que déjà, si tu fais ça, il risque de pas te donner de quittance de loyer pour le dernier mois. Non mais ça, c'est pas grave, franchement, j'en ai pas besoin. Bah, tu voulais pas demander des aides au logement pour ton nouvel appart? Ah si. Bah, sans quittance, ça peut te bloquer pour faire la demande d'aide. Et ça peut même te bloquer pour demander un nouveau logement tout court, vu qu'ils vont probablement te demander les 3 dernières quittances de loyer. Donc là, en vrai, je suis obligée de faire le virement. Ah bah oui, c'est mieux. Parce que si tu payes pas, le propriétaire pourra considérer que c'est un loyer impayé et il pourra faire des démarches pour faire une saisie. C'est-à-dire, bah en gros, il peut venir récupérer les sous directement sur ton compte bancaire. Ah oui, d'accord. Et aussi, imaginons que ton retard de paiement, ça lui cause un préjudice. Par exemple, il se retrouve à découvert et il prend des agios, des frais bancaires. Dans ce cas-là, il pourra te demander des dommages et intérêts en justice. Hein. Ok, bon bah merci, je vais faire le virement alors. Et pour te protéger juridiquement et ne plus te faire avoir, abonne-toi pour mieux défendre tes droits. Imagine un jour quelqu'un squatte chez toi, tu fais quoi? Si on squatte chez moi, mais très simple, je les tège, je les mets dehors. Comment ça tu les mets dehors? Mais tu peux pas, t'as pas le droit de les forcer à partir. Comment ça je peux pas? Bien sûr que si. S'il y a des gens qui squattent, évidemment que je les dégage. C'est chez moi, je fais ce que je veux. Et non, t'as pas du tout le droit. Si quelqu'un squatte chez toi et y vit, tu n'as pas le droit de les forcer à partir. Pour pouvoir récupérer ta propriété, il faudra soit que la personne elle parte d'elle-même, soit qu'elle se fasse dégager par l'État. Ça, c'est de l'article 226-4-2 du code pénal, qui dit que si tu forces quelqu'un à quitter le lieu qu'il habite sans le concours de l'État, et que pour ça tu utilises la force, la contrainte, ou même de simples manœuvres, tu risques 3 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Donc si quelqu'un squatte chez toi, même si c'est ta propriété, tu ne peux pas le mettre dehors par la force, sinon c'est toi qui vas risquer de la prison et une amende. Et en plus, tu devras potentiellement indemniser les squatteurs, c'est-à-dire leur verser de l'argent. Donc, si ça t'arrive, il faut que tu demandes le concours de l'État pour les faire partir. Et ça passe par des démarches pour obtenir soit l'évacuation forcée, soit l'expulsion des squatteurs. L'évacuation forcée, c'est une procédure accélérée et c'est une décision du préfet qui va faire évacuer les lieux, alors que l'expulsion, c'est une procédure plus longue qui se passe devant le juge. Dans le cas des deux procédures, tu vas devoir prouver certaines choses, et notamment que le logement est bien squatté, qu'il s'agit bien de ton logement, et ensuite pour l'évacuation forcée, tu devras porter plainte, alors que dans le cadre de l'expulsion, il faudra que tu prennes un avocat qui saisira le juge pour demander à faire partir les squatteurs. Bonjour.
Mais attendez, qu'est-ce que vous faites là? Je viens travailler. Ah, les RH vous ont pas prévenu. On met fin à votre période d'essai. J'ai commencé hier. Oui, mais on sait déjà que ça va pas fonctionner. On devait vous le dire hier en fin de journée. Hier, j'ai juste récupéré mon ordi et fait une journée d'intégration. Concrètement, j'ai même pas commencé à travailler. Donc je vois pas comment vous avez pu apprécier mes compétences professionnelles là. Non mais écoutez, je suis désolée, mais là ça sert à rien d'insister. Ah bah si, je vais insister. Vous n'avez pas le droit de mettre fin à ma période d'essai comme ça. Ça sert justement à ça une période d'essai. On peut la rendre quand on veut et sans raison. Même en période d'essai, ton employeur ne peut pas faire n'importe quoi. En fait, pour rappel, la période d'essai, c'est fait pour tester tes compétences, ta capacité à occuper le poste. Donc si l'employeur met fin à ta période d'essai, alors que concrètement, t'avais même pas eu le temps de commencer à travailler, de montrer ce que tu sais faire, bref, de faire tes preuves, ton employeur, dans ce cas-là, ne respecte pas la finalité de la période d'essai. Et dans ce cas-là, la rupture de la période d'essai est abusive, donc illégale. Si ça t'arrive, tu peux contester la rupture et demander des dommages et intérêts, donc le versement d'une somme d'argent qui permettra de compenser les dommages que tu as subis. Pour ça, il faudra que tu saisisses le Conseil des prud'hommes, qui est le juge en droit du travail. La procédure est totalement gratuite, t'as pas besoin de te faire représenter par un avocat. Évidemment, c'est toujours plus safe d'être défendu par un avocat devant un juge, mais si t'as pas les finances pour en prendre un, c'est toujours bon de savoir que tu as le droit d'aller seul au prud'homme. Et pour ne plus te faire avoir juridiquement, abonne-toi pour mieux défendre tes droits.